Voilà. Je vois bien ou pas? Je vois bien. Voilà. Baruch Tihé, merci beaucoup. Tout ça pour rentrer dans le live, celui-là. Ah oui, le gratter. Ah oui, Mazal Tov. Ah oui. C'est bon? Tov, alors comme d'habitude, on va commencer par parler un petit peu de nos parachiotes. Avant de développer une idée sur notre paracha qui est... Vous savez que quand on enseigne à l'école Parashat Vayetse aux enfants, c'est la paracha la plus difficile du livre de Bereshit. Elle est très difficile comme paracha. À lire ou à comprendre? Non, à comprendre. À comprendre. À lire un petit peu, mais à comprendre. Toute l'histoire de la négociation entre Yaakov et Lavan, où Lavan il essaye de tromper Yaakov, de le rouler, et que Yaakov il sait comment prier à Kadosh Baruch Hu, et que Hachem il va aider Yaakov plutôt que Lavan. Bon, c'est des sujets assez chauds, assez difficiles à comprendre. Mais moi d'abord j'aimerais commencer par vous dire une idée que j'avais entendue un jour que j'ai trouvée incroyable. C'est que vous savez que Parashat Vayetse, elle commence. D'ailleurs, on dit que c'est la paracha de notre époque, parce qu'on a dit que Yaakov Avinu, tout le thème du livre de Bereshit, c'est Maaseh Avot Siman Labanim, que tout ce que font nos ancêtres, nos patriarches, c'était un signe pour les descendants que nous sommes, d'accord? Et en fait, on va nous dire que quand, dans la Torah, on voit Yaakov Avinu, qui quitte Eretz Israël, pour aller en Chutz Haaretz, pour aller se marier, pour aller construire la maison d'Israël. Les Chachamim nous disent la paracha de Vayetse, c'est la paracha du Galout. Quand on voit Yaakov qui quitte Eretz Israël, c'est comme Am Israël qui quitte Eretz Israël, c'est le Galout. C'est de là que certains apprennent qu'une des raisons pour lesquelles on a le droit de quitter Eretz Israël, c'est pour se marier. Parce que Yaakov Avinu, il est parti d'Eretz Israël pour ça. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de partir? Beaucoup se posent la question, est-ce qu'on a le droit de voyager en Chutz Haaretz pour partir en vacances? Pour aller à la plage? Est-ce qu'il y a des plus belles plages en Chutz Haaretz qu'en Eretz Israël? Certainement pas. Voilà. Donc du coup, c'est une vraie question. Et pour faire une mitzvah, pour se marier, pour la parnassa, ça c'est permis. D'accord ou pas? Et une des références, c'est Yaakov Avinu. On l'a vu quitter Eretz Israël pour aller... En même temps, il faisait Kibud Avahem, puisque ses parents lui ont dit de partir. Et en même temps, il allait se marier. Bon. Simplement, il y a un Chacham, je vous ai déjà parlé de lui, c'est le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'est le fils de Rabbeinu Asher, qu'on appelle le Rosh. On parle, ça se passe, ce que je vous dis, il y a à peu près 700 ans. Donc c'est 650-700 ans, c'est la fin de la période des Rishonim. Donc la période où la Torah, on est après, donc évidemment Rashi, Rambam, Rif, d'accord? Et à la fin de cette période des Rishonim, il y a le Rosh, entre autres, et son fils, c'est le Baal HaTurim. C'est son fils qui un jour a décidé de mettre par écrit, de compiler toute la Torah, en fait, de rédiger le tour et d'organiser toute la Torah en 4 parties. Rappelez-vous, on l'avait déjà vu. Orach Chaim, c'est ce qu'on va étudier tout à l'heure dans le Shulchan Aruch. Regardez, quand je vous montre le Shulchan Aruch, d'accord, le Mishnah Brura notamment, c'est sur quoi? C'est sur la page de garde d'origine, il y a écrit, c'est sur le Orach Chaim, sur le Orach Chaim. On le retrouvera après, d'accord? Ça veut dire c'est sur la partie quotidienne de la vie. D'accord? Ça veut dire que c'est la tfila du matin, Mincha, Arvit, Shabbat, les Chagim, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. D'accord? Tout ça, ça s'appelle Orach Chaim. Après, il a fait une autre partie qui s'appelle Even HaEzer. Even HaEzer, ça vient de la Torah et c'est lo Ezer Kenegdo. D'accord ou pas? C'est-à-dire quand on parle du mariage, qu'Hachem a créé la femme, il l'appelle Ezer Kenegdo, une aide contre lui. D'accord? Qui vient résumer en 2 mots, en tout cas de le dire, le rôle de la femme par rapport à son mari. Toutes les relations homme-femme, elles sont écrites dans Even HaEzer. Le mariage, le divorce, la halachot du hiboum, toutes les halachot. Ensuite, il y a Choshen Mishpat. Mishpat, c'est-à-dire c'est le code civil. Ça veut dire c'est toutes les lois relatives aux relations humaines. Ça veut dire quelqu'un a volé, quelqu'un doit témoigner, il y a des tribunaux,
il y a quelqu'un réclame à l'autre, il lui a prêté, il lui a pas rendu. Toutes ces choses-là, c'est Choshen Mishpat. Et le quatrième, c'est lequel? Yoredea. Yoredea, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui reste en fait. C'est toutes les halachot, qui sont les halachot du deuil, les halachot du respect des parents, les halachot de Shiloh Haken, vous savez, quand on voit un oiseau qu'il faut renvoyer de la mer, toutes les halachot comme ça, de kashrut, ça pour être plus concret, avec des halachot plus communes. Kashrut, Basar Bechalav, Nida, d'accord, toutes les halachot. Tout ça, c'est dans Yoredea. Très bien. Maintenant, on raconte que le Baal HaTurim, quand il était déjà âgé, on raconte qu'il a fait un rêve. Et que Hachem lui a dit, dans le rêve, voilà, comme ça il a vu, on lui aurait dit, sache que c'est extraordinaire tout ce que tu as fait pour le Ham Israël, d'avoir tout organisé comme ça. Vous comprenez que tout le Shulchan Aruch aujourd'hui, c'est Rabbi Yosef Karo qui l'a écrit. Et le Shulchan Aruch, en fait, c'est un résumé, un condensé du Pirouche Bet Yosef, toujours de Rabbi Yosef Karo, sur le tour. Donc c'est-à-dire en fait le point de départ, j'ai envie de dire, de la halacha, d'accord, c'est le tour. Évidemment, le tour, lui, il se base sur quoi? Il se base sur la Gemara et sur l'explication, les commentaires du Rambam, qu'il cite souvent, ou de son père, le Roche. D'accord? Les deux grands commentateurs, c'était le Rambam, d'ailleurs comme souvent la halacha elle est pour les Sfaradim, et le Roche comme la halacha elle est souvent pour les Ashkenazim. Il aurait été incompréhensible si c'était le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il aurait été incompréhensible maintenant, il veut dire, il nous a mâché le travail. Mais, non, mais Rabbi Yosef Karo, il est arrivé après le tour. Donc... Rabbi Yosef Karo, c'est arrivé après le tour. Donc Rabbi Yosef Karo, c'est ce que je vais expliquer. Tout le Shulchan Aruch, il est basé, il est appuyé sur le tour. D'accord ou pas? Pour vous dire le poids que ça a. Le tour, donc, on l'appelle le tour, c'est-à-dire le Pirouche à tour, le Baal HaTurim. À la fin de sa vie, on raconte qu'il a donc rêvé, qu'Hachem lui aurait dit dans son rêve, Kol HaKavod pour tout ce que tu as fait, c'est la clé pour comprendre la Torah et la Halacha, ce qu'il a fait le tour. Mais il lui dit, comment ça se fait que tu n'as pas écrit un Pirouche sur la Torah? Tu as écrit un Pirouche sur la Halacha. Tu as pris toutes les Gmarot et tu en as fait 4 parties, comme on a dit, Orach Chaim, Yoredea. Mais la Torah, tu n'as pas écrit un Pirouche sur Parashat Bereshit, Parashat Noach, Lech Lecha. Et l'histoire raconte... Oui, d'accord, mais la base, c'est la Torah. Il dit, le tour qui avait tellement Tridushim. D'accord, le tour qui avait tellement Tridushim, chaque Shabbat à sa table, il disait à Chidush, pourquoi tu ne les as pas écrits? D'accord ou pas? Il a écrit que le tour, il a donc décidé, le Baal HaTurim, d'écrire un pirouche sur la Torah. Ce pirouche, l'histoire raconte, qu'il l'a écrit en une nuit. En une nuit, il a fait un pirouche sur toute la Torah. Maintenant, vous verrez, je ne sais pas s'il y a ici un micro de Gedolot, le pirouche du tour, d'accord ou pas, sur la Torah, il est très court, très bref, d'accord ou pas. Et souvent, il est basé sur des gématriot. Par exemple, il va nous dire Vayetse Yaakov mi be'er Shava. Bon, d'accord. Il nous dit Sofet Tevot, les dernières lettres de ces 4 mots, ça forme le mot Arba. Vayetse, c'est un Aleph, Yaakov Bet, mi be'er Resh Shava Ain, Arba. Il faut savoir que sur ce pirouche du Baal HaTurim, il y a eu des pages et des pages écrites pour comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. D'accord pas? Mais il est comme ça, il est très bref. Vayetse Yaakov mi be'er Shava, Sofet Tevot Arba. C'est tout. C'est tout. D'accord pas? C'est tout. Quand il y a écrit par exemple que dans Parashat Kitavo, en Devarim, quand le Kohen il devait prendre, rappelez-vous, pour la mitzvah des Bikurim, Velakach HaKohen Hatene Miyadecha. Le Kohen il devra prendre le panier avec lequel le Juif apportait donc tous les fruits, les prémices de ses fruits pour les Bikurim. Là-bas d'un coup il nous dit Hatene, Gematria de Tene, Shishim, 60. Et là-dessus, le Maharal Miprag, il veut comprendre. D'accord? Souvent c'est comme ça. C'est souvent pas plus court, pas plus long que ça. Maintenant, vous connaissez tous le premier pirouche pratiquement de Rashi sur notre paracha. Rashi il demande, on sait qu'Yaakov Avinu jusque-là il était où avec ses parents? Il était à Beersheva. Donc pourquoi la Torah elle a besoin de dire Vayetse Yaakov mi Beersheva vayelech Harana? Dis-moi, vayelech Yaakov Harana. Je sais d'où il sort puisque je sais où il habitait. Et Rashi qu'est-ce qu'il nous dit? Il a fait mode. Rashi il dit parce que c'est pour t'apprendre que
Yetziat tzadik meha'ir osa roshem. Quand un tzadik quitte un endroit, ça fait Du bruit. ça fait du bruit, ça laisse une marque. Et il ajoute, Rachid, tout ça c'est le Midrash, il dit, quand le tzaddik sort de la ville, Yatsa tzadik me'ahir, pana ziva, pana hoda, pana hadara. C'est-à-dire que lorsque le tzaddik quitte la ville, le ziv, c'est-à-dire l'éclat, la lumière, la gloire, d'accord ou pas, de la ville, elle réduit. Pana, c'est comme on dit le soleil qui se couche. D'accord, elle faiblit. Pana ziva, pana hoda, pana hadara. Top. Donc Rachid te dit, c'est pour ça qu'il écrit. Ne crois pas que juste Yaakov est allé à Haran. Vayetse Yaakov et Be'ershava. Quand Yaakov il a quitté Be'ershava, il se passe quelque chose. On sait d'où il vient, mais sache que c'était un événement. C'est que d'un coup, il y a un tzaddik en moins dans la ville, donc Pana ziva, pana hoda, pana hadara. Très bien. Le Baal HaTurim, sur le pasuk Vayetse Yaakov mi Be'ershava, il écrit Vayetse Yaakov mi Be'ershava, Erev Tov, Begematria, Pana ziva hoda hadara. C'est la même valeur numérique, Vayetse Yaakov et Be'ersheva, que les mots Pana ziva hoda hadara. C'est-à-dire ziv, hod, ve'hadar, toute la beauté, la gloire de la ville, elle s'est un petit peu éteinte. Le problème, c'est que si vous prenez une calculette et vous faites Gematria de Vayetse Yaakov Mib'er Shava. Vous savez, aujourd'hui, il y a des applications. Vous écrivez le passo qui vous dit directement la Gematria. Faites-le. Et vous faites Pana Ziva Hoda Hadara. Rien à voir. Rien à voir. Ça veut dire, c'est pas des fois quand il manque un, on dit allez, Ima Kolel. Tu dis, d'accord. Là, c'est rien à voir. On est à des centaines de nombres, en chiffres, quoi, de différence. Donc les Chachamim, ils demandent qu'est-ce qu'il nous dit là, le Baal HaTurim. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pendant plus de 400 ans, ce qui a été avancé, c'est de dire que le Baal HaTurim, comme il a écrit ça en une nuit, on peut comprendre que la nuit fatiguée, même s'il est qu'au début de la Torah, puisqu'il est allé jusqu'à la fin, mais là on est encore dans Bereshit, peut-être il y a une erreur de calcul. Comme ça, beaucoup ont pensé, parce que sinon ça tombe toujours bon. Les gématrias du Baal HaTurim, elles sont bonnes. Et il n'avait pas de calculette, lui, à l'époque. Et donc, tout c'était de tête, il n'y avait pas d'erreur. Là, Mishumma, Vayetse Yaakov et Be'ershava, Pana Ziva, vraiment rien à voir. Top. Il y a un sefer qui a un peu moins de 200 ans, qui s'appelle le Lekartov. Attention, on connaît aujourd'hui ce qui s'appelle le Yalkut Lekartov. C'est un contemporain qui a ramené, qui a compilé, en fait, si on veut, plein de pirushim sur la Torah. Mais c'est pas lui. Je vous parle il y a 150 ans à peu près, le Lekartov, ça s'appelle comme ça. Il a essayé un petit peu de comprendre ce Baal HaTurim et il n'a pas accepté de dire que le Baal HaTurim, il a pu se tromper. Et donc il a fait des calculs et des calculs et des calculs. Il dit, il faut que ça tombe bon. Maintenant, vous savez que les chiffres, on a beau essayer, si ça marche pas. D'accord ou pas? On ne peut pas faire mentir une calculatrice. Mais lui, il a fait un calcul comme ça. Il a dit, viens, on va faire la gematria du mot Be'er Sheva. Il a calculé. Il a calculé la gematria du mot Yaakov. Et il a vu que si tu prends la valeur numérique du mot Yaakov et tu le retires de la valeur numérique de Be'er Sheva, ça tombe pile sur Pana Ziva Oda Hadara. Et donc il a expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire le Baal HaTurim. Si tu retires Yaakov. Il voulait dire Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Si tu enlèves, tu sors Yaakov de Be'er Sheva, alors là tu arrives à la valeur numérique de Pana Ziva Oda Hadara. Vous voyez ce que c'est la puissance de nos Chachamim. Regardez maintenant le Baal HaTurim, comment c'était puissant, tout ça de tête, sans nous donner les calculs, d'accord, le compte est bon, d'accord, les chiffres et les lettres, rien du tout. C'était écrit comme ça, à la main, après ça a été écrit. Voilà déjà la puissance de nos Chachamim. Ça c'était juste pour commencer avec un petit peu. Maintenant, après toute cette histoire de Yaakov qui sort de Be'er-Sheva, qui se rend à Haran, qui va faire son rêve la nuit de l'échelle qui monte et qui descend, enfin les malachim qui montent et qui descendent, et le matin il réalise où il s'est endormi après avoir institué la tfila de Harvit qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Et là, Yaakov Avinu, quand il réalise qu'il est Bemakom Amikdash, il est dans le lieu du Beth Amikdash. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de halakha qu'on apprend de là. Encore une fois, une petite parenthèse. De savoir, est-ce qu'on a le droit
ou non de dormir dans un Beth Midrash, ou de dormir dans un Beth Knesset, ou, je vais la faire un petit peu plus vicieux, de dormir pendant un shiur ou pendant la dracha du Rav vendredi soir. C'est quoi le problème? C'est qu'on nous dit que Yaakov Avinu, où ça s'est passé? On nous dit qu'Hachem, il a fait venir le Hara Moria. C'est-à-dire qu'en fait, là où il a dit Manora Makomaze Enze Kim Bet Elokim. D'accord? C'est ici, je suis dans le lieu du Bet Amikdash. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Vaikatz Yaakov Mishenato, il a dormi. Donc de là, il faut savoir qu'il y a tout un débat ilchatique super intéressant de savoir comment Yaakov Avinu, lui, dont on a dit, rappelez-vous Rashi ramène au Midrash, que quand il a écrit que Vaishkav Bamakom Aou, il s'est couché en ce lieu. Rashi dit Bamakom Aou, on sait où il est. Donc pourquoi tu as besoin de préciser? On dit non, parce que Rashi te dit, parce que là il s'est couché, mais lui qui venait de 14 années où il était allé à la yeshiva de Shem Ve'ever pour étudier avant d'aller affronter la vanne, pendant 14 ans, il ne s'est pas couché, il n'a pas dormi. Il a étudié 14 ans sans interruption. Je vous lis le Rashi, si vous ne me croyez pas, tu me regardes avec des yeux. La jeune Beoto Makom Shachav. C'est 14 ans. Même 14 jours, c'est pas mal. Beoto Makom Shachav, il dit Rashi. Dans ce lieu, il s'est couché. Aval Yud Dalet, 14 ans, Shanim, chez Shimesh Bevet Ever, Lo Shachav Balaila, chez Aya Osek Batora. C'est le Midrash que Rashi nous cite. Tu veux contrer Rashi? D'accord ou pas? Donc, la question, c'est Yaakov Avinu qui n'a pas dormi 14 ans. Tu sais ce que c'est, toi, un bête à Midrash? Tu y as vécu 14 ans, tu n'as pas mis le nez dehors. Il n'a pas dormi. Tu n'as pas dormi. Tu arrives à un Makom Kadosh. Comment tu dors? Mais il ne savait pas. Il l'a dit. Il ne savait pas. Par la suite. Si j'avais su que c'était l'endroit, je n'aurais pas dormi. Au contraire, quand le matin, il a dit, je me suis réveillé, comment c'est là-bas? Manora Makom Azeh Enze Kimbet Elokim Veze Sha'ar Shamaim. Oui, il a écrit Ve'anochi lo yadati. Mais justement, donc, est-ce que de là on peut tirer un enseignement sur le droit ou l'interdiction de dormir dans un lieu de Kedusha, dans un Beth Amikdash, Il l'a dit un Beth Amidrash? que s'il avait su que c'était le temple, il n'aurait pas dormi. Ah, Donc, 2 secondes. En principe, il ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. Tu as étudié 14 ans, tu n'es pas capable de ressentir si Il a cet fait. endroit, Rashi dit Sheim yadati lo yashanti bemakom kadosh kaze. Il a fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, d'après ça, quand un makom il est kadosh, on ne peut pas dormir. C'est quoi la gdara de Kedusha? Est-ce qu'un bet à Knesset c'est kadosh? Enfin, Vadaï c'est kadosh, mais est-ce que c'est une Kedusha qui fait qu'on n'a pas le droit de dormir? Ou un bet à Midrash? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et Zediyun, c'est un débat ilchatique, mais qui est basé sur ça. En tout cas, ça veut juste dire que si le vendredi soir, vous allez à la synagogue et qu'il y a une dracha du Rav, réfléchissez à 2 fois avant de fermer l'œil. Parce que c'est l'eau, pashut, bichlal. À part que c'est pas un kavod pour le Rav, Kamouvan. D'accord? Moi, sachez que j'ai un ami depuis des années et des années, je me rappelle. Il m'avait dit, j'ai trouvé ça extraordinaire, que ce soit en été ou en hiver, même en hiver où les vendredis sont courts. Parce que moi, un jour, j'ai dit, un vendredi soir dans ma dracha, j'ai dit au Beth Midrash, j'ai dit, c'était juste une fois où on avait changé l'horaire. Après le changement d'horaire d'été ou d'hiver, j'avais dit, moi, il y a quelque chose qui ne m'étonne plus après les années. C'est que quand tu es en été et que ta dracha, elle est à 7h30, 8h le soir, les gens, ils sont travaillés le vendredi, ils sont courus, ils sont levés tôt, ils sont vraiment, c'est la fin de la semaine, ils sont crevés, ils dorment, tu dis, top. Mais quand tu es en hiver et qu'il est 4 heures pendant ta dracha, ils sont fatigués. Et en fait, je suis arrivé à une maskana que ceux qui dorment, ils dorment tout le temps. Et que ceux qui dorment pas, ils dorment jamais. Et moi, j'ai un ami, je me souviens, ça fait des années, ça fait au moins 15 ans ce que je vous dis. Il m'avait dit, j'ai pris sur moi, que ce soit en hiver ou en été, je fais une sieste le vendredi après-midi que pour pas manquer de respect au Rav et pas dormir pendant la dracha. J'ai dit, mais comment tu fais? Non, mais comment tu fais en hiver ou Shabbat, la Daka elle est à 4 heures. Comment tu fais? À 4 heures, tu es rentré du boulot, il est midi, tu as à peine le temps de te doucher. Il dit, tout le monde c'est à la maison. Je suis obligé de me poser un quart d'heure, poser la tête, et grâce à ça, et je peux vous dire, ce monsieur ne dort jamais pendant la dracha, ni en été, ni en hiver. Et c'est ce qui s'appelle dans la halacha, dans la Torah, Chacham Enav Berosho. Le Chacham, c'est celui qui anticipe.
celui qui voit venir. Il sait, il est crevé, il va dormir. Et il veut pas dormir. Soit il vient pas, et il va prier dans un endroit où il n'y a pas de rachat, parce qu'il veut pas faire honte au Rav, ou il veut pas faire honte à la Kedusha, du Makom ou de la Torah. Soit, ou Chacham, il fait une petite sieste de un quart d'heure, ça lui permet de dire bon. On ouvre plein de parenthèses ce soir, mais on va y arriver à ce qu'on a dit. Après toute cette histoire de Yaakov Avinu, qui a compris la Kedusha du Makom, qui a fait une tfila à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem le protège, etc., dans la route qui l'attend, la vanne et tout ce qui va passer. Je vous lis la suite. On est au début du Sheni. Vayissa Yaakov Raglav, Vayelech Arza Bene Kedem. Yaakov Avinu donc continue son chemin et se rend vers l'est. Vers l'est, parce que quand on sort d'Eretz Israël, on va vers l'est. Vayar, et là il est en chemin, et qu'est-ce qu'il voit? Veine Be'er Basade. Il arrive à un puits. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé des puits, de Avraham et de Yitzhak. Là maintenant, on arrive au puits de Yaakov. Il voit un puits dans le champ. Veine Sham Shlosha Edretson Rovtzim Aleha. Et il voit autour du puits 3 troupeaux de bêtes accroupies. Kimina be'erai yashku ha'adarim. Parce que c'est de ce puits qu'on venait donner à boire aux troupeaux. Mais le problème, il est veha even gedola al pi be'er. C'est qu'il y avait une grande pierre au-dessus du puits. Alors, comment on faisait d'habitude? Venesfu shama chol ha'adarim. On attendait que soient rassemblés tous les troupeaux. Et à ce moment-là, vegalelu et ha'even me'al pi be'er. Donc tous ensemble, les bergers, ils soulevaient la pierre qui était sur le puits. Vehishku et atson, ils donnaient à boire aux troupeaux. Vehishivu et ha'even al pi be'er limkoma. Et après, ils remettaient la pierre à sa place. Vayomer lahem Yaakov, achai me'ainatem. Yaakov Avinu, il s'adresse à eux, il leur dit, mes frères, d'où êtes-vous? Vayomeru mecharan anachnu. On est de Haran. Vayomer lahem aidatem et Lavan ben Nachor. Est-ce que vous connaissez Lavan ben Nachor? Là, les Mfarshim, ils demandent, c'est pas Lavan ben Nachor, c'est Lavan ben Betuel. Nachor, c'est le grand-père. Bon. Vayomeru yadanu. Il répond, oui, on sait, on connaît. Vayomer lahem hashalom lo. Tout va bien chez lui? Vayomeru shalom, tout va bien. Et à ce moment-là, veine Rachel bito ba'a im hatson. Et là, il y a Rachel qui approche, qui vient avec le troupeau donc de son père. Rappelez-vous, l'année dernière, on était de l'autre côté, puisqu'il y avait le cours, on s'était mis derrière, on avait fait tout un cours de grammaire qui partait de là. Parce que, il a fait, et surtout le ta'am, il est où? Là, il a écrit veine Rachel bito ba'a im hatson. Et juste après, il a écrit verachel ba'a. On avait dit, c'est quoi la différence? Une fois, c'est elle est en train de venir, et une fois, ça veut dire elle est venue, elle est arrivée. D'accord? En tout cas, là, elle est en train d'arriver. Vayomer, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Hen od ayom gadol lo et yasef amikne hashku atzon ulchureu. Yaakov Avinu, il dit, mais je comprends pas, il fait encore plein jour, c'est pas l'heure encore où on donne à boire aux troupeaux. Il faut attendre un peu plus tard. Donc, allez, donnez, enfin, c'est pas l'heure où on fait paître, les bêtes. Donnez-leur à boire et continuez. Vayomru, ils lui répondent, lo nuchal, mais on peut pas. Ad asher ye'asfu kol ha'adarim. Il faut attendre que tous les troupeaux soient réunis. Et à ce moment-là, tous les bergers ensemble, vegalelu et ha'even, me'al pi haber vishkinu atzon. Donc, ils lui disent l'histoire, il faut qu'on soit ensemble pour faire sauter la pierre. Odenu medaber imam, il est toujours en train de parler avec eux. Verachel ba'a imatzon asher le'avia kiro'ai. Et Rachel, là, il est en train d'arriver, là, il est arrivé. Vayhi ka'asher ra'a Yaakov et Rachel bat Lavan achimo ve'etzon Lavan achimo. Et là, quand Yaakov Avinu voit Rachel, donc sa cousine, la fille de Lavan qui est le frère de sa mère, et le tzon, c'est-à-dire le troupeau de Lavan, Vayigash Yaakov Avinu s'approche du puits, Vayagel et ha'even me'al pi ha'be'er, il enlève, il soulève la pierre qui se trouve sur le puits, Vayashk et tzon Lavan achimo, et il donne à boire au troupeau de Lavan, donc son frère. Achimo, le frère de sa mère. Rashi nous dit que quand il y a écrit, à ce moment-là, il y a écrit qu'il va embrasser Rachel et il va pleurer. Alors, ma correp. Rashi nous dit, Vayagel et ha'even, qu'il fait sauter la pierre. Rashi nous dit, Ke Adam shema'avir et hapkak me'al pitz lochit.
comme quelqu'un qui fait sauter un bouchon d'une bouteille. Pourquoi? Lehodiacha, nous dit Rashi, chez Kocho Gadol. C'est pour t'apprendre que Yaakov Avinu était très balèze. Il était très fort physiquement. Après, pourquoi il a pleuré? Vaïev, pourquoi il pleure Yaakov Avinu? Première fois qu'il voit Rachel. Les fiches et tsafa beruach hakodesh she'ena nichneset imo lakvura. Parce qu'il a vu par Ruach HaKodesh qu'elle ne sera pas enterrée avec lui. Parce que c'est Léa qui est enterrée avec lui, Rachel, elle est au kever Rachel. L'autre raison, les filles Sheba Beyadaim Rekaniot. Parce qu'il s'est senti mal, il a dit je viens pour me marier, et voilà ma femme, et je viens les mains vides. Amar, il a dit Eliezer Eved Avi Abba. Eliezer, le serviteur de mon grand-père, d'Avram Avinu. Hayu Beyadav Nezamim Utsmidim ou Migdanot. Va'ani en beyadi klum. Quand il est venu pour chercher une femme pour mon père, pour Yitzhak, Rivka, il est arrivé avec 10 chameaux chargés, avec des bijoux, avec des cadeaux, avec... Il dit, moi j'ai les mains vides. Et Rachid dit, pourquoi Bémet il avait les mains vides? Rachid nous dit, les filles chez Radaf Eliphaz ben Esav, ben mitzvat aviv acharav lehorgo. Parce qu'après l'histoire que Yaakov il a pris les brachot à Esav, et que Yaakov s'est sauvé, pour Esav c'est ce qui se passait. En fait il est parti 14 ans étudier, après il allait se marier chez Lavan. Il a écrit que Esav, il a demandé à son fils Eliphaz, il lui a donné une mitzvah de père, d'accord, un ordre, va tuer Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il s'est fait rattraper par Eliphaz. Veisigo, il l'a rattrapé. Ulfi chez Gadal Eliphaz becheko shel Yitzhak. Et comme Eliphaz, il a grandi dans la maison d'Yitzhak, il a appris la Torah avec Yitzhak, Mashach Yado. Il a dit non, il a dit moi je peux pas tuer. Amar lo, ma'e se le tzivui shelaba. Donc Eliphaz il demande à Yaakov mais j'ai un problème. Moi j'ai appris qu'il faut faire mitzvah kibud av va'em. Qu'est-ce que je fais? Mon père il m'a demandé de te tuer. Mata Omer. Yaakov avinu amar lo Yaakov tol ma shebeyadi. Prends tous mes biens. Or il y a une règle, ha'ani chashuv kemet. Qu'un pauvre il est considéré comme mort. Donc tu pourras dire à ton père que tu m'as tué. Puisque tu m'as laissé, tu m'as dépouillé, j'ai plus rien. Mais en fait, tu m'as pas tué physiquement, tu m'as tué dans un des sens de ce qui s'appelle Chashuv Kemet. Tu m'as laissé pour moi. Il a fait mot. Voilà toute cette histoire-là, d'après Rashi, et quand on traduit les psukim de la Torah. Ce qui dérange nos chachamim, c'est que on n'est pas ici dans un film de Walt Disney de Prince Charmant, ou dans un roman d'amour, où vous verrez, si vous en avez déjà lu, qu'il faut toujours que le prince charmant il soit beau, riche et fort. Sans ça, il n'est pas charmant. Ça veut dire qu'en fait, le charme, pour les goïms, c'est quand il y a tout pour toi. C'est pas ça le charme. Pour nous, le charme, c'est le chen. Le chen, rappelez-vous, on avait fait un shiur là-dessus. C'est milachon chinam. Chen, c'est chinam. Ça s'explique pas. Si tu aimes quelqu'un parce qu'il est beau, qu'il est riche et qu'il est fort, c'est pas du chen. Tu l'aimes parce que ahava tluya badavar. D'accord ou pas? Mais quand c'est ahava shena tluya badavar, d'ailleurs beaucoup de yoatse zugot, beaucoup de conseillers conjugaux, d'accord, ils expliquent c'est quoi l'amour dans un couple. C'est quoi l'amour dans un couple? Si un homme il aime sa femme parce qu'elle est belle, ou parce qu'elle a de l'argent, ou parce que... Qu'est-ce qui va se passer? C'est écrit dans Pirkei Avot. Kol ahava shetluya badavar, batel hadavar, betela ahava. Quand il n'y a plus de beauté, ça y est, 30 ans sont passés, 40 ans sont passés, tu te retrouves avec une grand-mère tous les jours, tous les matins. Eh ben, si c'était pour que si tu l'aimais parce qu'elle était jeune et belle... Lui aussi, les grands-pères. D'accord ou pas? Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'amour, chas v'shalom. Alors que nous on sait une chose, l'amour c'est quelque chose qui se construit. Au contraire, plus les années passent, plus la beauté passe et plus l'amour grandit. C'est ça l'équation d'après la Torah de l'amour. D'accord ou pas? Parce que c'est Ahava she'ena tluya badavar. D'accord ou pas? Donc Bekitso, la Torah qui veut bien nous mettre en garde ne va pas croire une seconde que l'histoire de Yaakov Avinu c'est un roman d'amour. Elle prend Yaakov et elle le dépouille. D'abord, il vient sans rien. Donc déjà, Rachel, elle ne pourra pas dire « Ah, j'ai aimé Yaakov parce qu'il est venu avec plein d'argent. »
il m'a impressionné. À part ça, Yaakov Avinu, il n'est pas censé être un Hercule, d'accord ou pas, qui exhibe sa force et ses abdos. Et là, qu'est-ce que te raconte la Torah? Tout le monde est réuni, Rachel est arrivée, et Yaakov Avinu, il vient, il fait sauter une pierre que d'habitude, il faut tous les bergers ensemble, comme ça, et Rachid nous dit, Leodiacha shekocho gadol, pour te montrer combien il était fort. C'est ça, Yaakov Avinu. C'est ça, aujourd'hui, Yaakov Avinu, quoi, il veut impressionner par sa force physique. C'est quoi le Inyan? Alors, Béhémet, Yaakov Avinu, certains vont expliquer, voulait que ça arrive aux oreilles de Lavan, sache que tu dois te méfier du gars que tu vas faire entrer dans ta maison. Parce que quand Yaakov ensuite il va lui raconter toutes les histoires à Lavan, avec Esav, etc., il prend soin de bien tout lui raconter pour comprendre, et à Rivka, et à Rachel, pour que Lavan entende, si quelqu'un veut jouer avec moi le roublard, moi je suis capable d'être encore plus roublard que lui. Mais évidemment, Lavan, il avait envie d'écouter ce qu'il voulait ce qu'il voulait écouter. Donc du coup, il a quand même roulé Yaakov une fois, il lui a donné Léa à la place de Rachel. Après, il a voulu le retromper avec l'histoire des troupeaux quand il devait partir, jusqu'à ce qu'il lui dise, écoutez bien la puissance de la phrase de Lavan, après 20 ans de loyaux services, où c'était clairement dit et conclu comme accord entre lui et Yaakov, que je travaille pour toi, Evodcha Sheva Shanim, Berachel Bitecha Ktana. Vous avez vu tous les mots qu'il y a en plus ici? Berachel, Bitecha, Aketana. Pour Rachel, ta fille, la petite. Tu as besoin de dire tout ça? Dis Berachel. Depuis, c'est devenu une expression, même en Lachon HaKodesh et en hébreu moderne. Quand tu veux mettre au clair les choses avec quelqu'un, tu dis voilà, je vais te dire les choses, Berachel Bitecha Ktana. C'est en hébreu moderne. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Les gens, ils parlent, même des gens qui ne savent même pas d'où ça vient. Il te dit Berachel Bitecha Ktana. C'est sûr, il n'y a pas d'embrouille. C'est une façon de dire Berachel Bitecha Ktana. C'est de là que ça vient. Donc Yaakov Avinu, il a mis les choses au clair. Je travaille pour toi 7 ans, Berachel Bitecha Ktana. Lavan, il accepte. Et au bout de 7 ans, il lui donne Léa. Il dit, c'est quoi? Et votre hot sheva shanim acherot. Encore 7 années supplémentaires, Berachel Bitecha Ktana. Il a accepté. C'était si clair. Bah oui. Mais il n'a pas accepté, mais il était sur le fait accompli. Oui, Non, mais pourquoi il l'a pas marié directement après? Pourquoi qui a accepté? Non mais d'accord, il a marié, Rav, d'accord, il a marié Léa. Ouais. Mais après il a dit, moi je t'avais dit Rachel Bitecha Ktana, alors vas-y, on relance un deuxième mariage une semaine après, ou le lendemain. Pourquoi? Mais c'est ce qui s'est passé. Ah non, 7 ans après on a dit. Non, il lui devait 7 ans. Il s'est marié juste après. Il a travaillé encore 7 ans. Il avait une dette de 7 ans. Après le mariage. Il a travaillé après le mariage. Non, pourquoi il avait cette date? Ça ma question. Parce qu'il lui a dit. Il a dit, je te dis, moi je veux rouler Rachel. Toi maintenant tu m'as roulé, tu m'as donné Léa. Ok, maintenant je suis prêt à travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Justement, c'est ça ma question. C'est pourquoi il a dit qu'il était prêt encore, alors au lieu juste de dire, je me remarie avec Rachel sans avoir à travailler encore 7 ans. Mais parce que quand tu as affaire avec un roublard, tu sais bien que ça marche pas. Dis-lui. Il voulait pas. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvar. Amen. Vous dites en vrai, il a eu une fois, ça y est, tu t'es fait avoir, maintenant. Allez, relance-toi. Ouais, donc Bekitsour, il a retravaillé. Donc Yaakov Avinu, il a voulu tout ça pour montrer à Lavan que ça arrive à ses oreilles. Moi, quand Esav il a essayé de me rouler, j'ai été capable, comme il y a écrit là-bas, Achiv ani beramaout. Moi, je suis capable d'être son frère en ramaout. Quoi, un ramaï? En malhonnêteté. Ça veut dire, quand on veut me tromper, moi, je suis capable d'être aussi im ikesh titapal. D'accord? Im chassid tit chassad. Avec le chassid, tu es chassid, mais avec le malhonnête, tu es malhonnête aussi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Yaakov Avinu, on le fait passer dans la Torah pour quelqu'un de très fort. Et en plus, on pourrait, chas v'shalom, comprendre que le but, c'est quoi? C'est d'impressionner Rachel, qui est là, puisqu'elle se passe devant elle, de voir un homme super balèze. Encore une fois, on est dans la Torah Kedosha. En plus, il faudrait comprendre, nous on sait, comme on l'a dit tout à l'heure, que toutes les histoires de la Torah, de Bereshit notamment, c'est Maaseh Avot Siman Labanim. Qu'est-ce qui est écrit pour nous ici dans cette histoire?
Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme enseignement? Que Yaakov Avinu, il a été capable de faire sauter la pierre comme on fait sauter un bouchon de bouteille. Alors je vais vous dire, ici, il y a deux façons, d'accord ou pas, d'expliquer cet épisode. Il y en a un qui est Alpi Derech HaKabbalah, qu'on va dire rapidement. Et il y en a un qui est Alpi Derech HaMoussar. Derech HaMoussar, ça veut dire les Baalé Moussar. Ils ont tiré ici un enseignement et on va aussi essayer de prendre ces deux leçons qui sont bémettes édifiantes. Il y a un texte qui nous dit d'un sefer qui s'appelle le Nezer HaKodesh. C'était un rabbin qui s'appelait Rabbi Yechiel Michal Migalona. On est à l'époque du Harizal. D'accord? Donc c'est la belle époque de la Kabbalah, d'accord ou pas, notamment en Eretz Israël. Et il nous dit comme ça, que il y a écrit dans la Torah, un peu après, dans notre paracha, quand il a eu donc ces discussions avec Lavan au moment où il veut quitter, c'est juste après la naissance de Yosef, d'accord, donc ça fait 20 ans qu'il est là, Yaakov Avinu qui travaille pour Lavan, juste après la naissance de Yosef, Vaïhi Ka'asher, j'ai oublié le passouk, quand Yaakov a vu que Yosef était né, il va voir Lavan, il lui dit Shalecheni ve'elecha el mekomi ul arzi. Laisse-moi rentrer dans mon pays, en Eretz Israël, retourner chez mon père. Qu'est-ce qu'il lui dit, Lavan? Il dit, ah non, tu peux pas faire tout ça. Habanim banai, abanot benotai, ve'atson tsoni, ve'kol asher ata ro'e lihu. Il dit, attends, non, vas-y, tu peux y aller, mais tu laisses tout ici. Tu prends ni femme, ni enfant, ni troupeau, tout m'appartient. Là, Yaakov Avinu, il comprend que le côté malhonnête de Lavan refait surface et qu'il va y avoir donc encore un moment pendant lequel, et là, la Torah, c'est là le passage difficile de Parashat Vayetze, où tu vois comment Lavan essaye de rouler Yaakov et comment chaque fois Kadosh Baruch Hu il vient en aide à Yaakov. Et en final, Yaakov Avinu il va sortir avec plein de bêtes, plein de troupeaux, plein de richesses. La Torah elle nous dit que Yaakov Avinu, quand il veut dire à Lavan, comment tu peux me dire ça? Et au début, il parle avec lui. Comment tu peux me dire ça? Regarde, je t'ai amené la bracha chez toi. Il lui dit comme ça. Ki me'at asher haya lecha lefanai, le peu que tu avais avant moi, Vaïfrotz larov. Regarde comment ça t'a explosé depuis que je suis là. Tes richesses, elles ont explosé. Vaïvarech Hashem otecha leragli. Grâce à moi, Hashem, il t'a donné la bracha. Comment il commence ce pasouk, ce qu'il dit Yaakov? Ki me'at. Me'at, ça veut dire quoi en Hashana Kodesh? Peu. Il a fait. Le problème, c'est que dans la Torah, c'est écrit comme ça. Quand on raconte notre arrivée en Eretz Mitzrayim, donc je saute à la fin du Sefer Bereshit, quand on est descendu, Yaakov Avinu est descendu à l'époque de Yosef qui était le roi d'Égypte, il y a écrit comme ça, Bimte me'at yardu avotenu bemitzrayim. On est descendu en Égypte avec un peu, me'at de mété, comment on dit, de mourant, dans le sens d'humain, quoi, d'accord ou pas? En deux mots, on est descendu me'at. De là, la Gemara est dit, on fait une gzera shava. Une gzera shava, ça veut dire quand le même mot se retrouve dans deux contextes, alors on peut tirer les infos qu'on a dans un pour l'autre côté. Et donc, comme on sait que bimte me'at qui sont écrits là-bas au moment où on est descendu en Égypte, ça représentait combien d'êtres humains? C'est écrit dans la Torah. Beshiv'im nefesh. On est descendu à 70 personnes. Tout Yaakov et ses fils et les femmes et les enfants et les machins, c'était 70. Donc du coup, de là, le Midrash, il va apprendre que quand Yaakov Avinu, il dit à Lavan, Kim at asher haya lefanai, le peu qu'il y avait avant moi, puisque c'est écrit, il a dit le mot me'at, c'est que quand Yaakov est arrivé chez Lavan, il possédait 70 bêtes. Voilà quelle était la richesse de Lavan. Avant la richesse, c'était les bêtes, d'accord? Donc, il veut lui dire en deux mots, tu avais 70 bêtes. Bon, et maintenant, combien il en a? Et avec combien de bêtes Yaakov Avinu est sorti de chez Lavan? Il a écrit, Vaïfrotz ha'ish me'od me'od. L'homme s'est énormément émancipé. Vaïfrotz, et puis il a eu une grande réussite, Yaakov Avinu, chez Lavan. C'est écrit comment? Me'od me'od. Or, dans la Torah, toujours en Égypte, quand on nous parle des béné Israël qui sont sortis d'Égypte, il y a écrit Vaya atzmu bim'od me'od, le même terme.
Et la Gemara elle va nous dire, et le Midrash, que de la même façon que le Me'od de l'Égypte, c'est qu'on est sorti à Shishim Ribo, 600 000, de là on apprend que Yaakov Avinu, pour qui il est dit Bim'od Me'od, quand il est sorti de chez Lavan, il possédait 600 000 têtes de bétail. Donc jusque-là, on a fait juste un aperçu de l'historique, d'accord, pas du patrimoine de Yaakov. Il est arrivé chez Lavan sans rien, rappelez-vous, il a été dépouillé par son neveu. Et là, il dit à Lavan, quand je suis arrivé, tu possédais 70 bêtes, et moi j'ai travaillé, Be'emuna, avec fidélité, avec confiance pour toi. Et quand je suis parti, je suis sorti de là, Hachem il a donné la bracha, avec 600 000 bêtes. Le Rav Nezer HaKodesh ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement entre Am Israël qui arrive en Égypte avec 70 personnes et qui ressort avec 600 000, et Yaakov Avinu qui arrive chez Lavan qui possède 70 bêtes et qui ressort avec 600 000 bêtes. C'est presque obligatoire comme rapprochement à faire. Sauf que, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, on retrouve 70 et 600 000. Au départ 70, à la fin 600 000, dans les deux cas. Aval makatouf kan. Alors je vais vous lire ce que dit le Nezer HaKodesh. Lefichach itchakem Yaakov bekama mine tarbulot shonot. Voilà pourquoi Yaakov, il a fait plein de tarbulot, c'est-à-dire plein de ruses avec Lavan. Kede lehamshich etzlo koach atzon. Pour tirer vers lui tout le tzon, pour faire en sorte qu'il puisse posséder des bêtes. Ça aussi, ça dérange. Quand Yaakov Avinu, tout son problème, c'est la richesse. Il ne veut pas partir de là sans avoir 600 000 bêtes, Yaakov Avinu. On parle encore une fois de... Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov, c'est l'exemple de l'homme qui étudie la Torah. Quoi, un homme qui étudie la Torah, qui est tellement intéressé, qui est tellement cupide. Et il nous dit... She'otot tzadik lo asaken avur chemdat mamon chas veshalom. Pas penser que ce tzadik il a fait ça parce qu'il aimait l'argent chas veshalom. Et la kol megamato vechevtso beze, tout ce qu'il avait comme intention dans ça. Hayarak lehamshich hatzon tachat reshuto reshut akdusha. Il voulait faire rentrer le tzon, le troupeau, sous sa propriété, c'est-à-dire le reshut de l'akdusha. Umeaz, écoutez bien, il faut être un Mekoubal pour pouvoir dire ça. Umeaz, et à partir de là, après ça, Alou acharkar, tout ce troupeau-là, qui était des bêtes, qui était la propriété de Lavan, que Yaakov Avinu, par ruse, il a réussi à en faire, à transformer ça et que ça devienne sa propriété. Et les faire entrer sous sa kedusha à lui. Après, c'est pas fini l'histoire de ce troupeau. En étant chez Yaakov, il a réussi, Yaakov Avinu, Alou, Acharkar, ils se sont élevés, toutes ces bêtes, les madrigat Adam. Ils ont atteint la madriga d'être humains. Hem shlome emune bet Israël, hanikraim Adam, ve'alehem neemar ve'aten tzoni tzon mar'iti Adam atem. Klomar, she'alou mi madrigat hatzon le madrigat ha'adam. Ils sont montés de Madrega, où ils étaient d'abord Tzon, et ils sont devenus Adam. Ils étaient Tzon chez Yaakov, et ils sont devenus Adam en Égypte. Puisque ce n'est pas 600 000 bêtes qui sont sorties d'Égypte, c'est 600 000 béné Israël, des hommes, des humains. Et tout ça pour rejoindre une idée qui est dite dans un autre sefer, toujours des Mekoubalim, qui nous dit comme ça, Ita basfarim akdoshim. Et là maintenant on va tout comprendre. Des neshamot dor hamaboul vehapalaga ve'anshe sdom, toutes les neshamot de la génération du Maboul. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette génération du Maboul? Elle est morte puisque le Maboul l'a tout détruit. Ensuite, juste après, dans Parashat Noach, il y a l'histoire de la Dor Apalaga. C'est quoi Dor Apalaga? C'est l'histoire de la tour de Babel. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette génération? Éparpillée. Et ensuite, il y a eu les Anshe Sdom, à l'époque d'Avram, là je saute des générations. C'est-à-dire toute la ville de Sdom. Là-bas, ça se passait, tout a été détruit. Le Zohar HaKadosh, il nous dit
tous ces neshamot là, du Dor Amaboul, Dor Apalaga et Anches Dom, Nitgalgelu Betson Lavan. En fait, ils ont tous été réincarnés, Nitgalgelu, Gilgul, dans le Tson Lavan, dans le troupeau de Lavan. Ve'avinu Azaken, et notre père, c'est-à-dire Avraham et Yaakov Avinu, Asa Bahem Tikkun. Il a fait lui le tikkun du Tson de Lavan, qui était en fait toutes les neshamot du Dor Amaboul, Dor Apalaga et Anches Dom, Sheheviam Begilgul Adam. Il les a fait revenir en passant par chez Yaakov Avinu. Ils vont pouvoir revenir demain en Gilgul de Adam. Venit Galgelu Bedorot Shehayu Begalut Mitzraim. Et ils sont arrivés en Adam à ces générations qui sont retrouvées en Égypte. Ve'alken Yaakov Avinu ve'ashvatim. Il t'explique maintenant le Zohar. Voilà pourquoi tu comprends que Yaakov Avinu et ses fils, les tribus, les shvatim, Hayuro Etzon. Chaque fois tu parles de géants de l'histoire et tu dis qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? C'était des bergers. Il dit oui, c'était des bergers. Pourquoi? Kedel etaken aneshamot. Quand ils étaient en fait dans leur travail de berger, ils faisaient le tikkun des neshamot. Voilà le texte. Maintenant, d'après ça, on va comprendre que quand Yaakov Avinu, il est là, il arrive, après toute l'histoire du rêve, Vaïssa Yaakov Raglav, il se rapproche de Haran, et il arrive et il voit à ce moment-là tous les bergers autour d'un puits. Qu'est-ce qui se passe? Avant, à part la discussion qu'il a avec les bergers, qui lui explique pourquoi ils attendent que tout le monde soit là, il y a écrit que Odenu medaber imam verachel ba'ai matzon asher le'avia. Il voit Rachel approcher avec le tzon. Il y a écrit en fait, comme ça il explique, que quand Yaakov Avinu voit Rachel arriver avec un troupeau, il a compris que Yaakov Avinu, il a compris que Rachel est venue avec en fait des neshamot d'Israël qui doivent arriver. Et c'est pour ça qu'il a écrit Asher le'avia, les neshamot qui sont à son père, c'est-à-dire Avia Sheba Shamaim, pas Avia Lavan. Elle venait pas avec le troupeau de son père Lavan. Elle arrivait avec les neshamot des Bnei Israël qui un jour vont être bannis matem Lashem Elokechem. Pourquoi? Ki ro'ahi, parce que elle, il a vu que même la fille de Lavan, elle est bergère. Et donc, elle est elle aussi dans cette volonté de rapprocher les neshamot qui sont dans le tzon de son père pour en faire un jour des Bnei Adam. Et donc il a compris que de la même façon que plus loin, elle, Rachel, dans l'histoire, c'est elle qui priera pour ses enfants. Rachel mevaka albaneha, d'où elle a puisé cette force, qui ro'ahi, parce qu'elle est berger. Quand tu es berger, donc tu te fais du souci, tu penses à chacun de tes animaux. Et c'est pour ça qu'il a écrit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov Avinu, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il s'est dit, est-ce que maintenant, nous deux, dans ce rôle qu'on va devoir avoir ensemble, d'élever ces neshamot qui sont dans le tzon, ces neshamot qui viennent de loin, elles viennent de Maboul, elles viennent de Sdom, elles viennent du Dor Apalaga, et nous on va devoir les élever en étant des bergers néhémanim, pour en faire demain les Bnei Adam qui vont sortir recevoir la Torah. Il a demandé, Yaakov, il se demandait, est-ce qu'on va être à la hauteur? Il pleurait parce qu'il se demandait, est-ce qu'ils allaient parvenir ou pas à cette mission? Et là, maintenant, vous allez comprendre tout ce qui est écrit. Yaakov Avinu, comprenez où se trouve sa tête à ce moment-là. Les bergers, ils lui ont dit, ok, techniquement, ok, la pierre, elle est trop lourde, etc. Mais lui, il est pas là. Lui, il voit Rachel qui vient. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov Avinu? Il va découvrir le puits. Et Rashi nous dit, comme on fait sauter le bouchon d'une bouteille. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Yaakov Avinu lo nitkaven chas veshalom leharshim et Rachel leharot la kocho agufani. Yaakov Avinu, son but, c'était pas chas veshalom d'impressionner Rachel par sa force physique. Et là, bikesh le ramez la al hatavkid akadosh shehoida lahem hashgacha ha'elyona. Il voulait faire passer un message à Rachel en lui disant par message quel est le rôle que la Hashgacha, qu'Akadosh Baruch Hu leur réserve à eux deux. C'est quoi? Lehotzi asir mi masger
c'est-à-dire faire sortir les neshamot emprisonnés dans des animaux, dans du bétail, dans les troupeaux de Lavan, les shachrer neshamot Israël shayut emunim betzon Lavan, pour les libérer, ces neshamot d'Israël qui sont enfermés dans le troupeau de Lavan. Et c'est ça qu'a écrit Rashi nous dit Adam ama'avir et apkak, comme on fait sauter un bouchon d'une bouteille. Pourquoi? Amashal beze miyain yashan meshubach. Pourquoi on te dit là-bas al-pitz lochit, comme le bouchon d'une bouteille? Dans la Torah, quand tu dis pitz lochit, ça fait penser à un bon vin ancien qui est dans une bouteille depuis longtemps. Chez Sagour betor tzlochit, ve'arotze lishtot minayain. Qu'est-ce qu'il fait celui qui veut boire du vin? Tzarich leha'avir mikodem et apkak me'atzlochit. Il faut d'abord qu'il débouche la bouteille. Kach bikesh Yaakov avinu le ramez le Rachel, ki zeu tafkidam. להעביר הפקק מעל פי הצלוחית כדי לשחרר נשמות ישראל הטמונים בצאן לבן. Il a voulu lui dire, voilà, sache que notre rôle, ça va être ce que je vais te montrer maintenant. On va enlever le bouchon qu'il y a sur la bouteille. On va faire en sorte que ce qui est enfermé, ça puisse se libérer. Les neshamot qui sont aujourd'hui dans du tzon lavan, que demain ça puisse devenir les neshamot d'Israël qui vont être keish echad belev echad au pied du Har Sinaï. Voilà le message que Yaakov Avinu veut transmettre à Rachel Imenu. Et le Midrash, il ajoute là-dessus quelque chose de méanien, qui va dans le même sens. Il nous dit comme ça, je voulais le Midrash parce qu'il est magnifique. Vayar vehine be'er basade. Yaakov Avinu approche et il voit un puits dans le champ. Le Midrash, il nous dit, c'est quoi le puits dans le champ? Le Midrash nous dit, ze bet hakneset. C'est un bet hakneset. Veinesham shlosha edretson, c'est quoi les trois troupeaux? Elu shlosha kruim, c'est les trois personnes qu'on fait monter à la Torah le lundi et jeudi le matin. Ki min habe'er ha'i yashku adarim, ça veut dire que de ce puits on donnait à boire au troupeau. Shemisham hayu shom'im et Torah, c'est-à-dire c'est de ce puits, c'est de la Torah que le message de la Torah y passe. C'est quoi Veha even gedola alpi habe'er, c'est quoi cette pierre qui était grande sur le puits? Le Midrash nous dit Zeu Yetzerara. C'est le Yetzerara. Venesfu shama kol ha'adarim. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir soulever la pierre, il fallait qu'il y ait tous les troupeaux, tous les bergers qui arrivent. C'est quoi tous les bergers? Nous dit le Midrash. Zeu Hatzibur. C'est quand il y a le minyan. Quand on est 1, 2, 3. 3, c'est 3 personnes qui montent à la Torah, mais on ne peut pas enlever la pierre. Le Yetzerara, on ne peut pas l'enlever tant qu'il n'y a pas le minyan. Vegalelu et ha'even shemisham hayu shomim et Torah, ve'eshivu et ha'even. Le Midrash, il nous dit quelque chose qui nous fait peur. C'est que quand ensuite la prière elle est finie et qu'on sort de la choule, en fait, sans s'en rendre compte, on remet la pierre à sa place. Ça veut dire que shehem yotzim Yetzerara choser limkomu. Quand il sort, le Yetzerara il reprend sa place. Donc tout ça, c'est pour comprendre que dans le passage de la Torah, comme on le fait chaque semaine, on voit qu'il y a des choses qui sont dites derrière. Il n'y a pas que l'histoire d'un homme fort qui arrive, qui fait sauter la pierre, comme si demain un réalisateur il voulait faire un film à partir de cette histoire et qu'il n'est pas venu au shiur ce soir. Vous imaginez qu'est-ce qu'il ferait comme film, le malheureux? Mais malheureusement, ce serait le film qui aurait un grand audimat. Alors que nous, si on devait faire un film, qu'est-ce qu'on ferait comme film? On imaginerait Yaakov Avinu qui arrive et comme ça par la pensée il parle à Rachel. Aujourd'hui on peut le faire dans les films. Par la pensée il parle à Rachel, il dit regarde ce que je vais faire. Je vais en fait apprendre que est-ce qu'on est d'accord que notre mission commune ensemble dans la vie ça va être de faire sortir les neshamot. Regarde le troupeau. Il faut faire sortir ces neshamot qui sont là demain pour en faire des Bnei Israël qui vont recevoir la Torah. Et là ils pleurent parce qu'ils se disent. Et d'ailleurs, c'est ça le pshat de Vaïshak Yaakov les Rachel. Même ça paraît être quelque chose de romantique. Yaakov qui embrasse une femme qui vient, qui voit pour la première fois de sa vie. Le pshat, il est premier pasouk, deuxième pasouk de Shir HaShirim. Yishakeni mineshikot pihu kitovim dodecha miyain. C'est quoi le baiser? Les Chachamim nous disent Vaïshak Yaakov les Rachel, c'est l'unité des âmes. C'est ça le baiser. C'est ça en fait la neshika. Quand on dit mitat neshika, on dit Moshe Rabbeinu, comment il est mort? Il est mort par le baiser. C'est quoi cette mort du baiser? C'est quoi? C'est qu'en fait, la neshama qui est en Moshe Rabbeinu, par cette neshika qui viachol d'Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi, Akadosh Baruch Hu, il aspire la neshama
de Moshe Rabbeinu. C'est ça la mita de Moshe Rabbeinu. Contrairement à la mort commune, c'est le Nachash. On nous dit, le Nachash il vient, puisque le Nachash c'est le Satan, c'est le Yetzarara, c'est le Malach Hamavet. Très bien. Donc, Yishakeni mineshikot pihu. C'est que quand un homme et une femme, dans le cadre du mariage, dans un couple, il y a l'unité, d'accord ou pas? Venafsho keshura benafsho. C'est ça le mariage. Quand c'est le cas, alors là on nous parle de la Neshika qui crée cette unité. Vaishak Yaakov le Rachel, ça veut dire Yaakov Avinu, il a voulu lui dire, si on est sur la même longueur d'onde, en réalité nos âmes sont unies. Donc c'est ça la Neshika. Vous avez compris? Donc ça veut dire que on est loin du scénario Chol, d'accord ou pas, Chaz Shalom de la Torah. Là on a compris. Donc ça c'était la première lecture de ce passage par nos Chachmei à Kabbalah qui veulent nous dire tout ce qui se passe, d'accord ou pas, en filigrane, tout ce qui se passe derrière dans ce Maaseh-là de Yaakov et Rachel et le Tzon Lavan et toute la suite de la Torah. Les Baalei Moussar, ça va être un petit peu plus court, ils nous disent quelque chose de pas moins édifiant parce que ça parle des Kochot HaNefesh. Ils nous disent en fait la chose suivante. Ils nous disent un klal, une règle. Quand quelqu'un fait un acte banal de la vie, voilà, je prends ce verre, je l'approche de ma bouche et je bois. D'accord ou pas? Est-ce que j'utilise ma réflexion? Oui. Je réfléchis le fait de récupérer le verre. Une réflexion, c'est un grand mot aussi. Ah, c'est pas la réflexion, ça. Alors, regarde. En tous les cas, tous les actes passent par le cerveau. D'accord. Non, allongez le bras. Alors, on va bien commencer du début. Il n'existe pas, d'accord ou pas, un mouvement du corps, que ce soit même le cœur qui bat. Bien sûr. D'accord, tu réfléchis pas pour que ton cœur y batte. D'accord ou pas? Que ce soit ta respiration, sans que tout ça passe par le cerveau. Le cerveau, c'est le mécor. D'accord ou pas? C'est la source. D'ailleurs, vous avez vu quelque chose de manienne. C'était la discussion avec les enfants vendredi soir à table. Et je comprends pas. Yaakov Avinu, il arrive dans un endroit désert, où il fait noir. Le Midrash, il nous dit, il avait peur des bêtes sauvages. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des pierres et il met autour de sa tête. J'ai demandé aux enfants, mais il ne faut pas mettre autour de sa tête, il faut mettre autour de tout son corps. Ok, la tête elle est protégée, il va lui mordre la jambe. Il peut le tuer aussi. Il peut le mordre l'abdomen. Écoutez bien, c'est quoi la réponse des enfants? Mais parce que le plus important, c'est la tête. Pourquoi un enfant, il vous dit ça? Parce que Bémet, le plus important, c'est la tête. Il n'y a rien, d'accord ou pas? Il n'y a rien qui se passe dans tout l'organisme qui n'est pas une origine dans la tête. C'est pour ça, qu'il y a écrit comme ça, que dans le Shir HaShirim, on compare le Bet Hamikdash au cou. Kemigdal David Tzavarech, Banouy Letalpiyot. Pourquoi le cou? Parce qu'en fait, on veut nous dire comme ça, le Ham Israël sur terre, en réalité, il est sur terre, mais quelque part, son regard, il est ailleurs. Kimeh hashamaim al haaretz. Ça veut dire ce passage qu'on dit tous les jours dans le schéma, à la fin du deuxième paragraphe. Kimeh hashamaim al haaretz. On demande à Kadosh Baruch Hu, alvaï qu'on fasse toutes les mitzvot, les ma'an yirbu yemechem vime benechem, afin que vos jours et ceux de vos enfants se multiplient. Ala Adama Asher Ani Hashem Nishba Hashem Lavotechem Latet Lahem, sur la terre qu'Hashem a promis à vos ancêtres de vous donner. Kime Hashamaim Al Haaretz. Traduisez-moi ça. Non, on vous laisse faire. Trop gentil. Non mais c'est vrai. Kime c'est Kayamim, comme les jours, Hashamaim du ciel, Al Haaretz sur la terre. Et il faut vraiment par contre réfléchir quand on lit quelque chose, il faut essayer de comprendre. On le dit 2 fois par jour. Quand c'est les Teilim, qu'on fait Pambe ou le Moussaf de Kippour qu'on fait 1 fois par an, nous. Et ce qu'on dit tous les jours, il faut essayer de comprendre. Kimeh hashamaim al haaretz. Ma pshat. Le pshat il est, vas-y. Les os. Non, Yémé, mais c'est la chaîne Yamim. D'accord pas? Kimeh, certain. D'accord, bah. Alors vas-y, qu'est-ce que tu as compris avec Yémé Hashamaim al haaretz d'après toi, ton pshat? Avec un rapport avec Yirbu Yemechem. Alors on reprend la Laisse phrase. Les quantités d'eau qu'ils donnent sur les terres. T'as soif, tu veux de l'eau? Zélo Apshat.
D'accord ou pas? Reprenez la phrase. Kimeh hashamayim al haaretz. C'est quoi la phrase du coup avant? למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. Les Chachamim, ils expliquent en fait qu'un juif, il vit sur terre, mais il vit des jours du ciel. Vous avez compris ce que je viens de dire là? Non. Je vais expliquer. Les jours sont C'est-à-dire venus. qu'en fait, un juif, vous savez, dans Masechet Megillah, là-bas dans toute la halachot de Purim, il y a une question, quelqu'un qui habite, par exemple, alors, je vais traduire dans le cas moderne, tu habites à Yerushalayim et tu vas à Purim à Bnei Brak, ou à Tel Aviv, ou à Ranana. Oui. À Jérusalem, on fait Purim le 15, Oui. 15 Adar. Et dans tout le reste du monde, pratiquement le 14. Mhm. Alors, question ilchatique, ça dépend quand tu es venu, est-ce que toi tu fais le 14, tu fais le 15, ou le cas contraire. Toi tu habites Tel Aviv, tu viens à Jérusalem, est-ce que tu dois faire Purim le jour où tu viens, ou le jour où tu viens? Ok. Comment ça s'appelle ça? C'est une Mishnah. La Mishnah, elle appelle ça Ben Ir Shehalach Likrach ou Ben Krach Shehalach Leir. Ça veut dire quelqu'un, un habitant d'une ville qui est venu dans une autre ville. D'accord ou pas? Donc ça veut dire que même quand toi tu viens à Jérusalem, tu t'appelles Ben Ranana. On est d'accord? Puisque ta vie, elle est fixée où? Elle est à Ranana. Tu vis à Ranana, tu te lèves le matin à Ranana, tu travailles à Ranana, tu fais tes courses à Ranana, tu vas le Shabbat à la synagogue à Ranana, toute ta vie est là. Et un jour, tu viens à Jérusalem pour un mariage. Quand tu es à Jérusalem, tu t'appelles un Yerushalmi? Non. Tu t'appelles Ben Ranana. Moi, j'appartiens à Ranana, sauf que là, je suis là. Moi, je suis venu ce soir, je m'appelle Ben Yerushalayim, même si je suis là. Pourquoi? Parce que je suis venu et je repars. D'accord ou pas? Qui met à Shamaim al Haaretz, les Chachamim veulent expliquer que là, c'est écrit qu'un juif sur terre, en fait, il est Ben Olamaba. Il n'appartient pas à un juif, il est jamais chez lui sur terre. Sur terre, c'est pas chez moi. Moi, j'appartiens pas à cette dimension-là. Moi, le juif, ma tête, elle est ailleurs. Elle est où, ma tête? Elle est dans ma avodat Hashem, elle est dans mon amour d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans ma kmiha, mon envie, mon rêve d'être encore plus proche d'Hachem. C'est ça le juif. Ou pas? Le juif, tu te proposes une mitzvah, il dit toujours oui. Il dit toujours oui. Comment c'est possible? Mais alors une mitzvah, des fois, c'est dur. Donne de l'argent. Je sais pas, vous voyez, tous les... C'est dur. Donner de l'argent, donner de son temps. Ou pas? Combien vous voyez de Irgunei Chesed? Vous savez, aujourd'hui, j'ai eu quelque chose qui m'a cassé vraiment. Pendant 1 heure, j'étais cassé aujourd'hui. Je croise quelqu'un en voiture à Jérusalem. Et Bekitour, le gars, il roulait un peu comme... Bon, Bekitour, il faisait un peu le fou. Mais c'était un gars qui avait 60 ans, pas un petit jeune. Hein. Et puis j'ouvre ma fenêtre pour... Parce que je croyais je voulais l'aider pour quelque chose. Et il ouvre sa fenêtre et maintenant on se croise, d'accord? Il n'y avait personne ni derrière moi ni derrière lui. Donc on avait le temps de discuter 2 secondes. Et au moment où il ouvre sa fenêtre, je croyais qu'il allait m'écouter. Il me dit Anilo meunian edaber im charedim. Et il ferme sa fenêtre, il s'en va. Je suis pas intéressé à parler avec des charedim. Non mais ça, c'est pas personnel, c'est pas que c'est bon, c'est que Keilou, voilà le matzav en Eretz Israël. Malheureusement, heureusement il faut pas généraliser, mais c'est triste de voir ça. Et en fait, écoutez bien, un juif, quand il est dans ce monde, alors il est nourri par les médias, alors il sait que ce qui se voit avec ses yeux, il dépasse pas le bout de son nez. Mais un juif, c'est pas ça. Un juif, c'est Kimeh Hashamayim à la Haaretz. Oui, je suis à la Haaretz. Forcément, puisque c'est là qu'on est dans ce monde de l'action. Mais j'appartiens pas, je sens que je suis pas chez moi. Je sens que je suis pas chez moi. Comme maintenant, je sens que je suis pas chez moi, il faut que je fasse la route de retour pour rentrer chez moi. Eh ben, quand je suis sur terre, j'attends de faire la route du retour pour retourner chez moi. C'est où chez moi? Shamaim. Une mission. D'accord ou pas? Qui met à Shamaim à la Haaretz. Il a fait mode. Maintenant, tant qu'on est sur terre, alors c'est notre corps qui fonctionne. Le corps, il n'y a rien qui passe pas par le cerveau. D'accord? Donc j'étais en train de vous dire, c'est ça l'idée de Shir Hashirim Shlomo Amener, qui compare le Beth Amikdash au cou, qui est Migdal David Savarer. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire, en fait, la tête du juif, elle est en haut. Et le Beth Amikdash, c'était ce passage étroit par lequel toutes les tfilotes d'un côté et tout le shefa de l'autre passent dans le rapport entre
Israël et Akadosh Baruch. C'est pour ça que le cou, il est plus étroit que la tête, plus étroit que le reste du corps. Vous savez, il y a des années, je raconte une histoire parce que ça m'avait marqué, il y a des années, un vendredi, je me rappelle, c'était il y a peut-être 20 ans cette histoire, on m'appelle du Gan un matin, vous savez, on a un Gan à Jérusalem, enfin un Gan, un Mahon, quoi, des petits bébés, quoi. Et on me dit, venez vite, on ne sait pas quoi faire. Il y avait une porte avec des barreaux, vous savez, des portes, et il y a un enfant qui s'est coincé la tête par le bras. Maintenant, il respirait bien et tout, mais les parents ils vont venir, ils veulent pas prendre la porte, quoi, ils veulent prendre le gosse. Chez le beurre. Bon, alors évidemment, je viens vite, etc. Et là, on voit, impossible, tu peux pas tirer de toutes tes forces, quoi. C'est la tête du gosse, quoi. Mais il est rentré. On appelle les pompiers, bon, mais qu'est-ce que c'est? Et les pompiers, ils se disent, il faut, comment dire, tordre la porte, etc. Et là, il y en a un qui arrive qui dit, laissez-moi faire. On a eu peur, hein. Il a dit que, non, écoutez bien, il a dit, il y a une règle. La partie, chez un enfant particulièrement, la partie la plus grosse du corps, c'est la tête. C'est pour ça qu'un enfant à la naissance, c'est la tête en premier qui passe. Et il nous dit, si la tête ne passe pas, c'est que cet enfant, il est passé dans l'autre sens. Ah ouais? Nous, on voit la tête, on imagine que le gosse, il a passé la tête, il s'est retrouvé bloqué, il dit non. Il s'est mis de l'autre côté, il a dit, aidez-moi, on a levé l'enfant, on l'a tourné, il est ressorti sans qu'on ait besoin de bouger les barreaux, en tirant du côté de la tête, et les pieds sont sortis. D'accord ou pas? Donc, Bekitsur, Kemigdal David Savarech, Am Israël, d'accord ou pas? Il est sur terre. C'est intelligent. C'est intelligent, d'accord? Il est smart, le copain. D'accord, vous êtes avec moi ou pas? Ouais, Kemigdal David Savarech, Am Israël, il est là, et sa tête, elle est ailleurs. Écoutez bien hein, ce que disent les Baalé Moussar. C'est mamash un yesod dans la vie. Je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que quand je tends la main pour prendre ce verre et pour boire, je réfléchis? Alors, vadaï ou vadaï, que tout passe par le cerveau. Mais vous comprenez bien qu'il y a des actes qui sont mûrement réfléchis, d'accord ou pas? Je dois installer une bibliothèque chez moi. Alors là, ok, je vais acheter la vis, la perceuse, je réfléchis, je prends des mesures, ok. Donc là, on est d'accord que la tête, elle a fonctionné. Mais quand je fais ça, j'ai pas déployé les mêmes énergies dans ma tête. J'espère, sinon ce serait grave, d'accord ou pas? Donc, Bekitso, les Baalé Moussar, ils vont te dire, en fait, le drame dans la vie, c'est que on gaspille nos énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que un tzaddik, comme ça il disait Baalé Moussar, c'est celui qui, dans chaque chose qu'il fait, ou bien c'est pas important et il le fait pas, ou bien c'est important et il le fait de toutes ses forces. Ça n'existe pas de faire des choses, comme on dit dans la halakha, qu'il achariad. Je vais vous donner un exemple. Moi, c'est une scène qui m'a marqué un jour quand j'étais à la yeshiva. C'était il y a plus de 35 ans. Un Shabbat, à la yeshiva, il y avait toujours, après la tfila, il y avait un kiddush. D'accord ou pas? Et donc, nous, on attendait le kiddush, c'était un moment très sympa. Et après, il y avait le Rosh Yeshiva qui faisait une sikha. Un Shabbat, il y avait une simcha. Je ne sais pas ce que c'était, une brit mila, une bar mitzvah, je ne me rappelle pas, peu importe. Donc il y avait pas mal, d'habitude à l'Isha, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, d'accord ou pas? Donc le kiddush c'est en 2 minutes, après on est assis, on écoute le Rav. Mais là, ce matin-là, il y avait des enfants. Et il y avait le Rosh Yeshiva, qui est niftar il n'y a pas très longtemps, le Rav Baruch Mordechai Ezrachi. C'était un personnage comme ça, très impressionnant. Et à un moment, on voit une scène méanienne, dommage qu'on ne pouvait pas filmer, c'était Shabbat. Il est assis, devant lui il y a donc la table, il y avait tous les rabbanim, donc lui il était au centre, c'est lui qui allait parler. Et devant lui, il y avait des assiettes, des rogeler, des bislis, des machins comme il y a dans les kiddush. Et il a sur les genoux un petit garçon de 4 ans, son petit-fils. Donc ça en soi, c'était déjà inédit, puisqu'il n'y avait jamais, je vous dis, d'enfant, à ce moment-là en tout cas, à l'Aïcha. Et à un moment, on est là, comme ça, on regarde, on s'amuse un petit peu de regarder, et on voit le petit garçon qui tend la main pour prendre un rogeler, vous savez, un petit gâteau au chocolat. Et là, on voit une scène surréaliste. Le gosse, il tend la main, le Rosh Yeshiva, il attrape la main, il lui bloque. Le petit regarde son grand-père, il a 4 ans. Et le grand-père, comme ça, à vote, mais parce qu'en fait, le but, c'est parce qu'il voulait qu'on entende, c'était pas pour... Il demande au petit, Lama talokeach rogeler. Pourquoi tu prends un gâteau? Kevan she'ata ra'ev, o biglal shekulam lokrim, as gam ata lokeach. Donc, en 2 mots, tu es assis à un buffet. Tu tends la main pour prendre une pizza.
Est-ce que tu la prends parce que tout le monde en prend, donc du coup, bah, tout le monde est en train, donc tu grilles derrière, ou parce que tu as faim. Le gars, s'il regarde son grand-père, il comprend pas qu'est-ce qu'il lui veut. Et le grand-père, il s'arrête pas. Il dit manafkamina. Vous savez, quand on étudie, c'est les mots qui reviennent sans arrêt. Toute l'étude, c'est ça. C'est pourquoi ça? Pourquoi c'est écrit comme ça? Est-ce que c'est pour ça ou pour ça? Et après, mazem shane, manafkamina. Et donc il dit, ça change tout. Si tu manges pas, si tu prends parce que tu as faim, alors la brioute. Mais si tu prends parce que tout le monde et que tu n'as pas faim, ne prends pas. D'accord? Ça, c'est la scène à laquelle j'ai assisté qui m'avait beaucoup marqué. Je voyais bien, si je me rappelle après des dizaines d'années, c'est que c'était marquant. Mais en fait, le Rosh Yeshiva, il a voulu dire exactement ce qu'on dit maintenant. Si Béhémet, tu tends la main parce que tu as faim et que tu veux prendre une pizza, alors tu ne peux pas la prendre comme un acte pas réfléchi. Et si tu n'as pas faim, ne prends pas. On n'est pas des machines à manger, stop, que tout le monde mange, alors je mange. Alors quoi, tu fais des choses sans réfléchir? Un juif ne fait pas des choses sans réfléchir. Un juif, on a dit, qui met à Shamaïm à la arrête, sa tête elle est bas Shamaïm. Ça veut dire que tu dois tout le temps faire fonctionner ton cerveau. En fait, d'après les Baalé Moussa, ils veulent te dire la chose suivante, que tout acte dans la vie, même le plus petit, il doit avoir une mashmaout. Et Yaakov Avinu, il a voulu dire à Rachel la chose suivante. Tu sais, c'est quoi la preuve qu'on va faire quelque chose de grand ensemble, qu'on va pouvoir grandir le nom d'Hachem et construire le Beth Israël? C'est que même lorsqu'il s'agit de quelque chose où normalement il faut qu'on soit 15 autour de la pierre pour la soulever ensemble, c'est-à-dire chacun met un petit peu de ses forces. Dis-moi, je vais te montrer que ça n'existe pas un acte comme ça, où j'attends d'être à plusieurs pour le faire. Si c'est important, je peux le faire seul. La preuve, tac, je le lève. Et quand Rachid nous dit le diacha shekocho gadol, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il était le monsieur, je sais pas comment on dit là-bas, le monsieur le plus fort de la salle de muscu. D'accord ou pas? Ça veut dire qu'en fait, lui, quand il doit le faire, il doit faire quelque chose, il met toutes ses forces. Et si chacun des bergers seuls mettait toutes ses forces, il aurait pu aussi lever la pierre. Le problème, c'est qu'en fait, on ne met pas toutes nos forces dans ce qu'on fait. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée Shabbat, que j'ai trouvée incroyable, où ça va, si on veut illustrer cette idée que dans la vie, des petites choses, elles peuvent tout changer. Cette histoire, elle a une quarantaine d'années. Un jour, il y a deux jeunes filles qui habitaient dans le sud d'Israël, dans les kibbutzim, les moshavim du sud d'Israël, pas du tout religieuses, les deux. Mais elles étaient ensemble depuis le Gan, c'était des bonnes. Elles n'habitaient pas le même kibbutz. Une, elle habitait dans un kibbutz vraiment pas religieux. L'autre, dans un yishuv un peu plus traditionnaliste. Mais l'école, c'était la même. Elles étaient assises sur le même banc pendant des années, très très bonnes copines, etc. Puis un jour, elles ont grandi. Elles avaient déjà 18, 19 ans, 20 ans. Et donc, elles avaient des discussions plus intéressantes sur la vie. Et puis, elles se posaient des questions. Et puis, un jour, il y a celle du kibbutz qui dit à l'autre, il dit, je sais pas, je me sens pas bien en ce moment, je sais pas, je suis un peu perdu, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis, mais qui te sort, je me retrouve pas. Bon, à l'autre, elle lui dit, tu sais, regarde, je la connais pas, mais j'ai entendu parler d'une rabbinite à Bnei Brak. L'autre, elle arrête direct, elle dit, attends, quel rapport entre une rabbinite à Bnei Brak et une fille de 18 ans, 19 ans d'un kibbutz, quoi? Où tu vas en venir? Il dit non mais regarde, tout le monde m'a dit qu'elle est très très gentille. Elle s'appelle Rabbanit Kanievski. Elle accueille tout le monde avec le sourire. Elle est chaleureuse et puis elle a des bons conseils. Moi aussi ça me ferait du bien. Viens, on va ensemble. J'ai entendu parler ça il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu en penses? Là j'ai dit laisse tomber. T'imagines rien que nous, dans notre look, on va débarquer à Bnei Brak, on va se faire lyncher à peine, on va rentrer dans la ville. Bon mais l'autre elle a refroidi direct. Bon, quelques mois passent. Et donc, elles se voient régulièrement, elles sont tout le temps ensemble, ces filles. Et de nouveau, il y a une discussion entre elles comme ça. Question, je sais pas où j'en suis. Elle dit, regarde, te rappelles, je t'avais dit il y a quelques mois, viens. Elle dit, je suis toujours pas allé la voir moi non plus, mais qu'est-ce que t'en penses? Viens, on se chauffe, on y va. Et l'autre, comme ça, de nouveau, elle refuse. Mais qu'il sort après quelques tentatives, un jour, elles décident ensemble d'y aller. Donc, même celle du kibbutz, là, encore plus réticente, elle accepte. Et donc, elle dit, regarde, comment on va y aller? On prend le bus jusqu'à Tel Aviv. De Tel Aviv, on prend le bus qui nous fait rentrer dans Bnei Brak.
Et c'est Rehov Rashbam, tout le monde connaît cette adresse. On va essayer de demander au bus où on doit descendre. Ok, top. Elles prennent le bus jusqu'à Tel Aviv, tout se passe bien. Elles montent dans le bus à Tel Aviv qui va à Bnei-Brak. Et là, elles se retrouvent dans un bus où elles se disent, comme on ne sait pas où on doit descendre, on va s'asseoir derrière le nag, le chauffeur du bus, comme ça. Quand on sentira qu'on est déjà bien dans Bnei-Brak, on lui demandera où c'est qu'on doit descendre, qui nous indique. Et là, la banquette d'à côté, il y avait un gars avec une Gemara en train d'étudier. Et elles parlent comme ça, bon, elles sont bien élevées. Et puis, elles se disent, bon, regarde, il faut qu'on demande au chauffeur quand est-ce qu'on doit descendre. Il dit, non, tu vois, on n'est pas encore bien, il y a encore le temps. Puis bon, quand il irait au bout d'un moment, elles se sentent déjà bien enfoncées dans des bras quand elles voient autour d'elles. Et là, donc, elle dit, qu'est-ce que tu penses? Viens, on demande au chauffeur. Et juste au moment où elles veulent demander, le chauffeur était occupé avec un autre passager qui lui posait je sais pas quoi comme question. Et comme elle voit que la porte du bus qui s'ouvre, elle se dit, attends, on ne sait pas, peut-être c'est là, etc. Il se dit, bon, viens, elle demande au gars qui est assis à côté en train d'étudier. Et le gars, il lève les yeux, il regarde. Il dit, c'est où Rehov Rashbam, Rabbanit Kanevski? Il fait, ah, c'est là, descendez là, c'est juste là, justement, c'est là. Donc tout de suite, elle se lève, prend les affaires, merci beaucoup, elle descend. Top. Le bus, il part. Elles descendent, et puis là, donc, elles sont un peu perdues, elles ne connaissent pas. Elles demandent à quelqu'un dans la rue, c'est où Rehov Rashbam? Je dis, mais quel rapport? Pourquoi vous êtes descendu ici? C'est dans 9 stations. Et là, elle commence à avoir la haine. Elle dit, tu comprends? J'avais bien senti qu'on le dérangeait, le religieux là, qui voulait étudier dans le bus. Alors il a trouvé le meilleur moyen de se débarrasser de nous, c'est de nous dire où on devait descendre. Et l'autre il dit, non mais quand même, il ne faut pas penser mal. Il dit, mais quoi, comment tu peux penser bien? Regarde, il est de Bnei-Brak le bonhomme, sinon il nous aurait dit, je sais pas. Il nous dit, oui, si justement là, descendez, on descend, et en fait on est à... Il dit, on s'en va, je veux pas aller chez là. Et l'autre il dit, non, si les gens sont venus jusqu'à là, viens, on y va quand même. Bon, elle réussit à la convaincre, donc elles attendent le bus suivant, 20 minutes. Quand le bus il arrive, elle monte et là, elle compte les stations, elle vérifie avant de descendre avec le chauffeur. Elle dit maintenant je demande quoi au chauffeur, je demande plus au gars, au religieux, machin. Et là le chauffeur il leur confirme, ouais c'est ici, regardez vous avez 5 minutes à marcher. Et elles arrivent, et Béhémet, elles sont arrivées, elles sont descendues à la bonne station, elles arrivent Rehov Rashbam, elles arrivent à la maison, il y a les escaliers, je ne sais pas si vous êtes déjà allés. Elles vont pour monter les escaliers, et là, stupeur. Qui elle voit dans les escaliers? Le religieux, c'est pas un petit jeune, le religieux en train d'étudier avec sa Gemara. Et donc elle dit, ah, je vais lui dire ce que j'en pense, machin. L'autre il dit, ah, ça va, calme-toi, c'est bon, etc. Bon. Et à ce moment-là, quand elles approchent, lui, il va vers elle. Et il leur dit, regardez, il y a un petit sac là que j'ai posé, c'est pour vous, et il s'en va. Il disparaît. Bon, un sadique qui ne parle pas à des femmes, à des jeunes filles, etc. Elles prennent le petit sac en question, elles ouvrent, et dedans, il y avait un mot, où il écrit « Banot yekarot, ani rotze leitnatzel » Je veux m'excuser. Quand vous m'avez demandé où vous deviez descendre, j'étais plongé dans ma Gemara, et je croyais vraiment que c'était là où je vous ai dit de descendre. Et je suis désolé, parce qu'à cause de moi, vous avez dû attendre un nouveau bus, vous avez dû repayer. Il dit d'ailleurs, le prix de la Nessia étant 5 shekels 90, je vous ai mis 11 shekels 80 dans le sac pour ne pas que Chazé Shalom, j'ai été Gorem un Gezel. Et vraiment, je vous prie d'accepter mes excuses. Et je savais où vous trouvez, puisque vous m'avez dit que vous veniez ici à Rehov Rashbam. Et je suis venu donc, alors que je ne devais pas venir ici, je vous ai attendu. Je voulais juste que, au moins, ce dégât que j'ai fait, il soit réparé. Cette histoire, elle a été reprise un jour par un rav qui s'appelle un rav Ginsburg, qui l'a raconté dans un séminaire. Et quand il a raconté, il y a une jeune fille dans le séminaire qui s'est levée et qui a dit « J'atteste tous les détails de cette histoire, parce qu'en fait, une des 2 jeunes filles, celle qui vivait dans le kibbutz, c'est ma mère. Mon père, il est Rosh Kolel, et tous mes frères sont des Avrechim ou des Bachorei Yeshivot. Et cette histoire, elle a fait faire tchouva à ma mère, quand elle a vu c'est quoi un Ben Torah Amiti. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est mamash, un malach shechai bivnei Adam. C'est un ange qui vit au milieu d'êtres humains. On ne peut pas se rendre compte. Et c'est ça qu'elle a voulu comme exemple. Et la rabbinite Kanevski, elle disait sur cette histoire, regarde comment, un petit geste, 11 shekels 80, d'accord ou pas? Un petit geste, mais juste penser
à l'impact de ce que tu peux faire. Penser au Chilul Hashem ou au contraire au Kiddush Hashem que tu peux faire. Comment ça peut tout changer. Ce Rav, je ne sais pas qui c'était, d'accord, personne ne sait qui c'est. Lui, il a juste fait ce qu'il pensait important à faire et il a disparu. Personne ne connaît l'histoire. Il n'a peut-être jamais raconté cette histoire ni à sa femme ni à ses enfants. Pour lui, c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est ça la leçon de Yaakov Avinu. S'il faut le faire, on n'économise pas nos forces. Et s'il ne faut pas le faire, on ne le fait pas. C'est un moussard. Et c'est ça comment les Baal et Moussard voient la leçon à tirer de cette histoire de Yaakov Avinu et du plus. Voilà, ça c'était notre première partie du Limoud. Si vous voulez, on va faire un petit